Sylvette Rochat, Bernard Rivière, bonjour. Bonjour. Sylvette Rochat, vous êtes adjointe au maire d'Échirolles, vous êtes conseillère départementale. Bernard Rivière, vous êtes médecin à Échirolles et vous exercez à Échirolles et vous êtes tous les deux candidats et candidates sur la liste Échirolles en commun portée par Renzo Sully. Première question, Sylvette Rochat, on sort d'une période très difficile pour la population où on a vécu une situation sanitaire inédite. Comment vous avez vécu cette période ? Cette période de confinement a été effectivement très occupée, notamment par les élus et les professionnels de la collectivité. Les premières mesures qui ont été prises au niveau de la cellule de crise municipale, qui était quotidienne au démarrage et conduite par le maire, a décidé, au-delà de la fermeture d'un certain nombre d'équipements, de mettre en place toutes les mesures pour protéger les plus vulnérables, au premier rang desquels les personnes âgées dans nos établissements que sont l'EHPAD Champfleury et la résidence autonomie. Nous étions aussi particulièrement préoccupés par les personnes âgées à domicile et celles qui prenaient leur repas dans les foyers-restaurants, lesquels n'ont pas pu continuer donc à se rendre dans les foyers-restaurants, et nous leur avons proposé une livraison à domicile des déjeuners tels qu'ils étaient servis auparavant. Donc une grosse mobilisation aussi de nos professionnels, de la restauration municipale. Il y a vraiment eu beaucoup de coordination nécessaire au niveau de la direction générale de la ville et des responsables de services. Tous les services ont été mobilisés pour venir donner un coup de main et ça a été vraiment une belle expérience de solidarité à l'intérieur de la collectivité. On a eu pratiquement toutes les personnes qui prenaient leur repas en foyer qui ont été demandeuses d'avoir la livraison à domicile. D'autres personnes s'y sont adjointes d'ailleurs. Et ça a duré pendant tout le temps du confinement, un portage par des professionnels avec des locations de véhicules réfrigérés pour des conditions sanitaires. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une grosse logistique qui a été portée et c'est un petit bout de la lorgnette des actions qui ont été développées pendant cette période. Bernard Rivière, vous avez été mobilisé également dès la première heure de cette crise sanitaire et vous l'êtes encore aujourd'hui, notamment auprès des personnes âgées. Même question, comment vous avez vécu cette période ? Nous, on était moins occupés que Sylvette, parce que nos gouvernants avaient dit de ne pas aller chez son médecin. Donc, dès le lendemain du confinement, le cabinet était à moitié vide. Ce qui, à mon avis, était une erreur, parce que les personnes âgées, même des enfants, ne sont pas venus alors qu'ils auraient besoin de consulter, notamment les patients chroniques, les diabétiques, les cardiaques, les hypertendus, les asthmatiques. Du jour au lendemain, on a presque vu, le cabinet était vide, quoi. Donc c'est occupé, nous on avait beaucoup moins de travail, mais c'est pas pour ça que c'était pas plus compliqué. Les gens qui venaient étaient angoissés, et puis nous on a répondu beaucoup au téléphone. Je passais 2-3 heures par jour à répondre au téléphone, aux questions des gens qui étaient inquiets, qui se posaient beaucoup de questions. Puis nous, on n'avait pas les éléments pour répondre, parce que ce virus, on ne le connaît pas. D'autant plus au mois de mars. On était en première ligne, et puis en plus, on n'avait rien pour se protéger. Si certains élus ne nous avaient pas amené des masques et du gel, on était à main nue, on n'en avait rien. On n'avait rien. Aucune information, on était laissés pour compte. Ça dit quoi sur l'importance d'avoir un maillage de professionnels de santé sur un territoire comme Échirolles ? Cette question-là, c'est important. Ah oui, puis on est complémentaires. Je pense que tous les professionnels de santé sont complémentaires. Soit dans les EHPAD, j'y étais aujourd'hui à l'EHPAD, j'ai fait les 2 EHPAD. J'étais à Champfleury puis à la Maison des Anciens. On y est allé, il fallait avec des grandes précautions, bien sûr, pour ne pas les contaminer. Heureusement, on a résisté. On a bien résisté, je pense. On ne s'est pas contaminé déjà. Mais c'était pas évident parce qu'au début, comme je vous disais, on n'avait rien. On n'avait rien, on n'était pas avertis, on n'avait pas de masque, voilà. Heureusement, vous avez pu vous rendre dans les équipements, directement en visite dans les EHPAD, dans la Maison des Anciens. C'est comme ça que vous avez travaillé ? Oui, on est allé moi j'y vais régulièrement à l'EHPAD. J'ai pas trop de clients, je vois plus de nourrissons et de femmes, d'enfants et de toutes sortes, de personnes âgées aussi, mais j'ai quelques personnes en EHPAD. Mais surtout, il fallait répondre à l'inquiétude des gens qui étaient surtout très très inquiets. Il faut dire qu'on a tout fait pour les inquiéter aussi.
Il me semble, si je peux me permettre de rebondir sur cette question, effectivement, on a sur notre ville qui est particulièrement équipée en termes d'équipements médicaux. On a un hôpital, on a une clinique, on a un centre de soins de suite, on a les médecins libéraux, on a SOS médecins, c'est aussi une grande richesse pour nous. On est vraiment très équipés. Et le parti pris de nos équipes et des équipes précédentes, c'était justement de permettre à un maximum de professionnels de santé et des paramédicaux de s'installer sur la ville et de faire en sorte qu'on puisse couvrir les territoires. Alors il y a des services publics, il y a des services des libéraux et on fonctionne très très bien ensemble et notamment dernièrement moi j'avais réuni avec le Conseil de l'Ordre des médecins les médecins qui avaient pu se rendre disponibles pour voir où on en était d'une situation dont les habitants disent qu'on est en désert médical parce qu'ils ne trouvent plus de médecins traitants, et c'est une réalité. Et puis l'ARS qui nous dit « mais non, vous n'êtes pas en secteur de désertification parce que les chiffres montrent que ». Alors c'est vrai que les chiffres qu'ils prennent, c'est en prenant en compte les médecins de SOS médecins, les médecins du service des urgences de la clinique et de l'hôpital. Donc c'est clair qu'on n'est pas sur les mêmes codes pour pouvoir se comprendre et qu'on a intérêt à travailler ensemble. Et j'ai trouvé que cette réunion et que cette approche avec le Conseil de l'Ordre a été une vraie plus-value qui nous a d'ailleurs permis, avec ce partenariat, d'obtenir au moins pendant la crise de pandémie, pendant la période de pandémie, un médecin coordinateur pour l'EHPAD que nous n'avons pas, puisque nous ne trouvons pas de médecin dans notre EHPAD, mais grâce à ces connaissances au niveau du Conseil de l'Ordre, on a pu obtenir un mi-temps de médecin coordinateur. Enfin, je pense que c'est aussi des orientations et des partis pris de faire en sorte que tout le monde fonctionne bien ensemble et que les habitants puissent avoir le choix aussi des lieux où ils vont se faire soigner ou où ils sont suivis. On en parlait avec Renzo Sully, Amandine Demore et Yacine Hamidi dans de précédentes vidéos, mais le docteur Rivière vient d'aborder la question des masques. Je suppose que vous, Sylvette Rochat, dans vos valeurs, ça vous a fait plaisir de voir la population se mobiliser dans les maisons des habitants, qui sont des équipements du CCAS, dont vous êtes vice-présidente, de voir les habitants et les habitantes se mobiliser pour la production de masques. En quelques mots, ça vous a marqué ? C'était un pari et ça a pris tout de suite, ça a bien fonctionné. Je crois que les gens avaient vraiment besoin de pouvoir s'investir et s'impliquer pour le collectif. Et ça a effectivement très bien fonctionné. Oui, c'était touchant. C'était touchant, toutes ces personnes qui se sont mises au boulot, qui ont ressorti la machine à coudre, qui ne servaient pas forcément tout le temps, et puis qui l'ont fait soit de chez elles d'ailleurs, soit au sein des maisons des habitants, et qui ont pu fournir un nombre de masques considérable au-delà de nos attentes, quoi. Donc oui, c'était quelque chose d'important. Il faut bien dire qu'au début, on était aussi très démunis parce que, y compris pour nos services, au niveau du service de soins, nous manquions de matériel pour protéger nos professionnels. Donc on a été très clair pour dire elles ne vont pas travailler si elles ne sont pas protégées, mais en même temps, et là je veux insister sur le professionnalisme de ces agents de la fonction publique, en même temps, sur l'ensemble des 3 établissements que sont le SIAD, l'EHPAD et la résidence autonomie, on n'a que 2 personnes qui se sont mises en retrait pour des motifs très légitimes, soit de personnes à risque, soit de garde d'enfants. Elles sont toutes restées pour s'occuper des personnes qu'elles accompagnaient. Certaines avec un peu la peur au ventre, parce que notamment les soins à domicile, on ne sait jamais quand il y a des symptômes qui s'expriment si ça relève du Covid ou pas. Il a fallu batailler pour trouver des masques, mais on y est arrivé et elles ont pu continuer leur mission dans des bonnes conditions. Docteur Rivière, on voit la question des masques, mais il y a d'autres questions qui sont derrière la question du système de santé en France. Est-ce que cette période nous a appris pour l'après-Covid ? C'est surtout le problème de la médecine hospitalière qui était assez démunie. C'était pas hier que les médecins des urgences, ils ont fait grève, ils ont fait des revendications. Ça faisait plus d'1 an qu'on savait que l'hôpital était malade. Et donc, on n'a pas fait grand-chose pour ça. Moi, je ne suis pas directement concerné, mais quand on voit les confrères qui avaient 3 fois rien, qui accueillaient les gens dans des conditions difficiles, on voit le résultat, le nombre de médecins morts et d'infirmières, je ne sais pas combien, mais ça a été catastrophique. Et je pense
que les médecins ont donné tout. Mais bon, j'espère qu'on tirera les leçons de cette pandémie. Aujourd'hui, ça veut dire que vous soutenez les soignants et les soignantes qui se sont mobilisés, on les a applaudis, et désormais ils sont à revendiquer des moyens pour la médecine publique en France. Les applaudissements, c'est bien, mais les aides, ça sera encore mieux quand elles arriveront. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais bon, ça devrait arriver. Hein. Vous mettez des aides que des médailles. Hein. Sylvette Rochat, qu'est-ce que ça nous apprend des différents enjeux qu'on travaille avec Échirol en commun pour poursuivre ce travail, notamment sur les services publics, au plus près des plus fragiles ? C'est important parce qu'on se rend compte, et cette crise en a fait la démonstration, que sans service public, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se réaliser et que c'est bien les services publics qui ont tenu la situation essentiellement. Donc oui, il faut continuer à se battre pour l'ensemble des services publics, tous autant qu'ils sont, et apporter des vrais services. Pour permettre aussi de l'égalité pour nos administrés, pour que les services soient les mêmes pour toutes et tous. C'est un peu le seul garant que je vois pour que le service soit un gouvernement, par contre, qui essaye de faire justement de la carte avec les services dits publics. Quand on prend l'éducation nationale, où il laisse au libre choix des parents d'aller ou pas à l'école, au libre choix des collectivités de faire 4 jours ou 4 jours et demi, quand on est sur sur une éducation dite nationale, on ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, j'ai appris que la République était une et indivisible, et je conçois très mal qu'on détricote des choses, quoi. Parce que le service de santé, au-delà du service public de santé, de l'hôpital, il se dégrade aussi beaucoup. On voit aussi beaucoup de médecins libéraux et de médecins de ville qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils veulent fermer, ils veulent faire valoir leur droit légitime à la retraite, et ils se retrouvent avec une patientèle qui est sur la touche. Donc, les choix qui ont été faits précédemment, on les paye douloureusement aujourd'hui. Docteur Rivière. Pratiquement tous les jours, moi je vois des patients qui cherchent des médecins, mais j'avoue qu'on peut difficilement prendre tout le monde quand on fait déjà 60 à 70 heures par semaine. Après, il faut, surtout quand on veut être efficient, parce qu'il faut être en forme pour accueillir des gens, il faut avoir le moral, il faut rassurer, et pour rassurer, il faut être bien soi-même. Hein. Et puis pour avoir un bon diagnostic, il faut être en forme. Hein. Vous exercez aujourd'hui à Échirol, oui. Vous avez choisi de vous engager sur la liste Échirol en commun auprès de Renzo Sully. Pourquoi cet engagement, et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Échirolois et Échiroloises pour le 28 juin ? J'ai envie de dire que Renzo Sully défend des valeurs humaines et des valeurs auxquelles j'adhère, hein, tout à fait, de solidarité. Et c'est pour ça que je me suis engagé avec lui, hein, en dehors de l'homme qui est ce qu'il est, hein, qui tient la route, je pense. Tout à fait, on se retrouve bien en lui. Hein. Merci. Sylvette Rochat, même question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Échiroloises et aux Échirolois pour le 28 juin ? D'abord de se mobiliser, parce qu'on a vu que le premier tour était quand même il y a eu très peu de participation, et c'est dommage pour la démocratie. Je crois que les gens doivent se positionner, et je veux surtout leur dire que les bureaux de vote sont plus sécures que les grandes surfaces quand ils vont faire leurs courses, donc qu'ils n'hésitent pas à aller voter. On prendra toutes les mesures pour que ça puisse se faire en toute sécurité. Et puis, pourquoi c'est au sein de cette liste, hein, où je suis élue depuis 3 mandats, je finis le 3e mandat, parce que je crois que cette crise, justement, a permis à Renzo Sully de faire la démonstration qu'il était l'homme de la situation. Un maire qui est capable d'être sur le terrain tous les jours à l'hôtel de ville, alors soit en mairie, soit avec les habitants sur le terrain, qui fait face à la crise, qui apporte des solutions. Alors, certes, il n'est pas tout seul, mais il impulse énormément, et je crois que c'est quelqu'un qui aime vraiment sa ville. Il a impulsé énormément de choses pour que les populations soient le mieux possible accompagnées dans des situations de détresse qu'on a toutes et tous perçues.
Et il me semble que, j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne, et surtout que pendant cette crise, on a cherché beaucoup d'élus et même d'adjoints qui ont déserté l'espace public, et on se demandait bien où ils étaient, qui ne s'inquiétaient pas de la situation. Donc pour moi, c'est vraiment la démonstration, le point final, pour ne pas dire le démarrage du nouveau mandat, c'est une évidence. Sylvette Rochat, Bernard Rivière, merci.